La rédaction qui débute avec vous, Vincent Leclerc. Et on va parler de handicap psychique et d'accompagnement dans l'emploi et vers l'emploi avec notre invité Pascal Cacot. Bonjour. Rapprochez-vous aussi bien du micro, M. Cacot. Vous êtes le directeur général de l'association Vivre. On va tout de suite dire que le 6 décembre, ce sont vos journées, votre journée. Le rendez-vous à vivre. Exactement, le rendez-vous à vivre, ça se passe à Villejuif. On en dira un mot tout à l'heure. On parle beaucoup aujourd'hui de l'emploi, des personnes qui ont des troubles psychiques, qui ont ce qu'on appelle un handicap psychique. Pendant longtemps, on a considéré que c'était peut-être impossible. Aujourd'hui, on a changé. On a changé d'avis, oui, parce que l'expérience montre que c'est possible. Simplement, il faut s'y prendre tout à fait autrement, il faut changer les pratiques, il faut changer les représentations, il faut changer les organisations des personnes qui accompagnent, qui soignent et qui s'occupent de ces questions-là avec les gens les personnes qui ont des troubles psychiques. Il y a beaucoup de monde autour de la table. Il y a l'hôpital, en premier lieu, l'hôpital qu'on appelait l'hôpital psychiatrique autrefois, qu'on appelle aujourd'hui le CHS, Centre hospitalier spécialisé. Il y a les secteurs du médico-social, c'est typiquement l'association Vivre. Et puis après, il y a l'entreprise. On a l'impression que ce sont deux mondes extrêmement éloignés. Mais voilà, vous venez de le décrire en disant il y a l'hôpital, il y a les services, les centres médico-sociaux, et puis après, il y a l'entreprise. Voilà. Et bien, c'est bien cette partition qu'il faut changer. On n'est pas dans un avant, puis maintenant, puis après. On doit organiser les choses autrement. Très clairement, le problème vient de ce que, en Occident et en France, on a mis l'hôpital de côté, le sanitaire, le social, la coupure. Eh bien, allez dans un hôpital, demandez aux soignants quelle représentation ils ont du monde de l'entreprise, ils vous en feront une représentation quasiment épouvantable. Pour la simple raison qu'ils ont à soigner les bobos que génèrent un certain nombre d'entreprises, ça existe aussi. Mais la grande majorité des personnes qui travaillent dans l'entreprise, 80%, dernière enquête de l'ANACT, ont une bonne opinion, se sentent bien au travail. 80%. L'hôpital n'a pas du tout cette représentation-là. Donc il est loin de cette culture et il ne va pas indiquer, même dans ses services ambulatoires, il ne va pas indiquer aux personnes qui ont des troubles psychiques que si elles arrivent à l'entreprise, tiens, ça pourrait peut-être leur faire du bien. Ça ne leur vient pas à l'idée. C'est le contraire qui leur vient à l'idée. C'est ce qu'on appelle la notion de réhabilitation. Oui, la notion de réhabilitation est une notion... rétablissement. Rétablissement, oui. Rétablissement, ça c'est autre chose. Réhabilitation, c'est retrouver une meilleure image de soi, une meilleure image de ses possibilités. La notion de rétablissement est intéressante. Elle a deux acceptions différentes. Il y en a une qui est médicale. Ce patient est rétabli. Il est debout sur ses deux jambes. Voilà, il va mieux. Mais ce n'est pas du tout de cela dont nous parlons et dont nous parlerons le 6 décembre. Le rétablissement tel que nous le décrivons, cette conception vient du monde anglo-saxon mais était française auparavant, c'est la capacité d'une personne à retrouver confiance, à se dire tiens, je vois le bout du tunnel, à constater qu'elle a fait un pas et petit à petit à commencer à croire en elle-même dans un réseau relationnel. Et toute la question c'est de savoir si ce réseau relationnel va être ouvert, il va contenir dans son réseau l'entreprise, ou s'il va être en circuit fermé. C'est ça le problème. Et le pari que vous faites, vous, c'est qu'on peut déjà parler d'emploi, d'entreprise, de travail, dès l'hôpital. Bien sûr. Si l'on avait une idée sur le fait qu'on peut se sentir bien au travail, que être au travail, ça aide à la construction de soi, que ça aide au développement de soi, qu'il y a des organisations de travail qui produisent de la santé, c'est-à-dire qui font que les gens qui y travaillent se sentent de mieux en mieux, se sentent en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tout est rose, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais il y a là un développement des personnes, des personnels, et assez souvent l'entreprise d'ailleurs concomitant. Eh bien, si les médecins, si la théorie de la médecine avait cette idée-là, alors on dirait, tiens, il vous faudrait non seulement tel ou tel médicament, non seulement tel ou tel kinésithérapeute, mais en plus, si vous pouviez travailler dans un truc qui irait avec vos compétences et votre intérêt, ça serait un plus. Est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer le jeu, à accueillir dans leur sein des personnes qui ont des troubles psychiques? On entend beaucoup dire que c'est un handicap qui fait peur. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y en a un qui est général, c'est-à-dire c'est même pas la question du handicap psychique, c'est-à-dire c'est la question de pour travailler, il faut être en bonne santé.
Voilà, cette espèce de... Si on n'est pas bien, donc on va à l'hôpital, enfin, on va se soigner. Si on est bien, on travaille. Mais non, c'est pas binaire, c'est pas du tout binaire. Nous le savons tous d'ailleurs. Quand on a par exemple une très grande peine, eh bien, le fait de foncer dans le travail, ça permet un petit peu de tenir le coup. Nous le savons tous. Donc il faut sortir de cette partition binaire. Pour le handicap psychique, le handicap lié aux troubles psychiques, l'affaire est compliquée parce qu'effectivement, il y a la représentation du trouble psychique que tout un chacun peut avoir, particulièrement en France, où on n'a pas encore réussi à banaliser le trouble psychique, à le rendre humain, banalement humain. On est avec Pascal Cacot ce matin, on parle des rendez-vous à Ville, ça sera le 6 octobre prochain. Non, 6 décembre. 6 décembre, qu'est-ce que je dis 6 décembre prochain, c'est dans quelques jours, aux Esselières, c'est à Villejuif, on vous redonnera tous les contacts, toutes les infos, on marque une petite pause. Pascal Cacot est notre invité, vous êtes le directeur général de l'association Vivre, 6 décembre, rendez-vous à Vivre, ça se passe à Villejuif, on a toutes les infos sur vivre-asso.com, objectif aider les personnes qui ont des troubles psychiques à être inclus dans la société, à participer comme les autres, on a envie de dire, dans le logement, dans les transports, dans l'entreprise. Comment est-ce que vous faites, vous, professionnel du médico-social, vous êtes même médecin, donc on est, j'allais dire, dans la position peut-être la plus éloignée de l'entreprise pour communiquer avec les entreprises. Ça passe par le médecin du travail ? Le médecin du travail peut être un appui, mais souvent dans le domaine du handicap lié au trouble psychique, il n'est pas très à l'aise, même s'il y a des exceptions, et que l'on peut construire des vrais partenariats. La question est vraiment de pouvoir rencontrer les entreprises là où elles se trouvent, de pouvoir leur parler, là où elles se trouvent, là où elles en sont, de pouvoir leur parler des compétences des personnes que l'on peut leur proposer de prendre d'abord en stage, puis éventuellement en contrat, et c'est elles-mêmes qui vont découvrir ces compétences, qui vont, j'allais dire, en profiter. La question, c'est de savoir comment le mouvement se crée, comment quelqu'un qui a envie d'aller vers le travail, et qui n'a pas trop peur d'y aller, qui peut être soutenu pour cela, la question du soutien dans l'emploi, de l'accompagnement dans l'emploi est de plus en plus importante, comment cette personne va pouvoir faire maillage, comment il va se passer une rencontre avec l'environnement de travail. Du côté de l'entreprise, qu'est-ce qui déclenche ? Est-ce que c'est l'obligation d'emploi, les pénalités qui font qu'à un moment donné, les entreprises viennent vous voir et disent attendez, je paye des milliers d'euros à la GFIP parce que je n'ai pas mon quota de travailleurs handicapés, donnez-moi une solution. Ça commence par ça. Ça a commencé par cela, ça change de plus en plus. Beaucoup d'entreprises ont quasiment leur quota, comme vous dites, et c'est pas pour autant qu'elles se limitent à cela. Et puis il y a tout le tissu des PME, tout le tissu de toutes ces entreprises qui n'ont pas forcément d'obligation, mais qui sont concernées, que l'on peut rencontrer, à qui on peut parler de ces questions-là, voire même qui demandent à en connaître. Il y a souvent, bien entendu, derrière tout cela une histoire personnelle, et là on a des rencontres formidables. Mais alors du coup, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant. On a le sentiment que sur ces questions de handicap psychique, qui sont peut-être plus difficiles à insérer dans l'emploi que des gens qui sont simplement, qui sont avec des handicaps de type moteur, fauteuil roulant, quelque chose comme ça, on a l'impression que finalement les petites entreprises réussissent mieux parce qu'elles sont à taille humaine. Oui, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas si on dispose d'études sur ces questions-là, il y a tant de paramètres d'ailleurs que ce serait compliqué à mettre en place. Mais pour autant, on sait bien que dans les grandes entreprises, pour tout le monde, c'est plus compliqué. L'organisation atteint des tels niveaux de complexité que beaucoup de choses sont mises en process, en procédure, elles sont très très cadrées, et du coup on se demande d'abord si on connaît bien la procédure, si on connaît bien le process, etc. Et où est-ce qu'on va mettre les gens dans le process ? Mais voilà, c'est ça. Et du coup, la question de la créativité qu'on peut retrouver dans la rencontre, ce que nous appelons nous allons en parler le 6 décembre, la co-construction, le fait qu'on va trouver des arrangements dans le travail, on va faire du bricolage qui va marcher, c'est pas du petit bricolage qui veut dire n'importe quoi, c'est du vrai mouvement inventif, et bien ça, et c'est ça qui produit de la santé, c'est ce mouvement-là, c'est là où on se sent travailler, quand on invente, et bien ça tient le coup, et c'est peut-être plus fréquent dans les PME. Vous dites co-construction, le secteur d'accompagnement médico-social ou bien l'hôpital, le soin, et puis l'entreprise, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des liens de confiance et que ça se fait sur le long terme, peut-être même sur le très long terme, c'est-à-dire que les entreprises avec lesquelles vous travaillez régulièrement, avec lesquelles vous avez trouvé une façon de faire ? Oui, bien entendu.
Bien entendu, c'est le lien de confiance, c'est le fait que quand ça ne marche pas ou quand il y a un problème, nous sommes là. On peut se le dire. Mais bien sûr, on peut se le dire. Nous arrivons tout de suite, nous reprenons cela et on ne perd pas pour autant la confiance. C'est vraiment le fait de pouvoir se parler régulièrement et de fêter les réussites et de cadrer les situations plus difficiles qui nous amènent à créer ces vrais partenariats. Est-ce que, du coup, ça veut dire que vous avez un petit groupe d'entreprises qui sont quoi, des moteurs, des leaders sur votre région, là où vous êtes implanté, essentiellement dans le Val-de-Marne, mais un peu partout en Île-de-France? Écoutez, là, je sais qu'il y a à Vivre, vous savez, je viens d'arriver à la direction générale de Vivre, donc je ne connais pas tout le tissu entrepreneurial, mais il y a un chiffre qui m'a marqué. En arrivant, on m'a parlé de 1500 entreprises au catalogue. Ça veut dire que Vivre travaille depuis longtemps, 75 ans, avec beaucoup d'entreprises. Il y a évidemment les grands groupes, mais pas seulement. Il y a tout le tissu partenarial de proximité, et là, dans la supérette du coin, vous faites des merveilles aussi, et vous faites des merveilles peut-être d'abord, parce que vous avez la proximité. On fait des merveilles ce matin avec Pascal Cacot, notre invité, directeur général de l'association Vivre. On parle de l'emploi, de réussir cette question de l'emploi des personnes qui ont un handicap psychique. Et l'association Vivre a une vraie antériorité. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on implique les pouvoirs publics sur cette question de l'accompagnement dans l'emploi? Parce qu'on a l'impression que finalement, le principe est dans la loi. C'est-à-dire que la loi El Khomri a dit oui, on peut financer un accompagnement des personnes handicapées sur le long terme dans l'emploi, une fois qu'ils y sont, exactement comme vous venez de dire Pascal Cacot, c'est-à-dire avec ce filet de sécurité, cette protection à la fois pour la personne et pour l'entreprise sur la durée, qui va financer cet accompagnement? Est-ce qu'on sait un peu aujourd'hui où est-ce qu'on va sur cette question-là, Pascal Cacot? Je ne crois pas qu'on le sache. En tout cas, si quelqu'un le sait, il nous l'a dit. Nous sommes effectivement dans une perplexité. Nous ne voudrions pas constater que chacun se refile la question. Peut-être qu'en se mettant tous autour de la table et en inventant des dispositifs ad hoc expérimentaux, on y arriverait. Chacun puisse apporter sa contribution, ce serait la solution la plus intelligente. Peut-être aussi que les ressources qui se trouvent dans le système médico-social peuvent aussi shifter, bouger petit à petit pour aller vers cette question de l'accompagnement dans l'emploi. Dès lors que ceci est bien compris par le financeur du système médico-social, l'assurance maladie, avec l'ARS et le conseil départemental, pour un certain nombre d'entre elles, soit entendent bien cette action-là comme une action à financer, comme une action médico-sociale. Par exemple, il faudrait convaincre les agences régionales de santé que l'emploi, c'est aussi une façon d'aller mieux. Voilà, c'est ça. Et que du coup, ça a du sens qu'elle finance cela. Donc l'agence régionale de santé, c'est-à-dire la Sécu. Avec la sécurité sociale comme financeur, oui. Le département, c'est quand même lui qui pilote les politiques sociales. Il s'intéresse à la question. On dit qu'ils n'ont plus d'argent. Oui, on le dit, et c'est sûrement vrai. Et donc la question, c'est comment allons-nous faire? Et puis, vous avez aussi la région. Alors la région qui est impliquée sur les questions de développement, sur les questions de formation professionnelle, voilà. Parce qu'il y a sans doute un levier aussi du côté de la formation. La région, elle a envie d'avancer sur cette question-là? Venez le 6 décembre. Nous aurons M. Denizio, le conseiller handicap de Valérie Pécresse, qui viendra nous parler du point de vue de la région sur ces questions-là. Mais vous avez par exemple, dans le champ de la formation professionnelle, le CRP, les centres de reclassement professionnel, vous avez très clairement une co-responsabilité de l'ARS et du conseil régional. Comment se distribue cette co-responsabilité? Eh bien, très clairement, on peut imaginer que si l'ARS se préoccupe des besoins des personnes, s'assure que les CRP et tout l'ensemble médico-social est adéquate face aux besoins des personnes. C'est-à-dire, on ne met pas... Mais on a longtemps dit que finalement ces institutions, que ce soit l'Agence régionale de santé, les grosses machines comme le Conseil régional d'Île-de-France, ils avaient une vision d'au-dessus, ils voient des tableaux de chiffres, ils sont très éloignés de la personne, justement. Ils peuvent l'être. Ils ont toute la capacité à l'être et à penser que la réalité est dans les tableaux de chiffres. Mais je
crois pas que les personnes qui se trouvent en responsabilité dans ces grands ensembles-là aient cette conviction. Je pense qu'ils vont sur le terrain. Christophe Delis va sur le terrain. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui sera là le 6 décembre pour les rendez-vous à vivre aux Esselières, rond-point du Général de Gaulle à Villejuif. Et ils vont voir sur le terrain vraiment? Oui, vraiment. Et il a demandé, en arrivant à l'Agence régionale de santé, il a fait le tour des délégations territoriales et une des questions principales qu'il a posées aux équipes, c'est « Allez-vous sur le terrain ?» Alors les équipes, certaines me disent n'ont pas vraiment le temps et tout, et je dis mais c'est important, il faut prendre ce temps-là. Il faut prendre ce temps-là parce que c'est comme ça que nous nous rendons compte de ce qui l'en est vraiment. Est-ce que c'est pas la mission aussi des structures médico-sociales comme la vôtre, justement de faire le lien entre toutes ces personnes, que ce soit les entreprises, que ce soit les départements, que ce soit les villes, que ce soit les régions, et puis les hôpitaux, de recréer ce lien-là qu'on a perdu finalement au fil du temps, parce que chacun est enfermé dans ses logiques? Oui, c'est absolument, il est absolument nécessaire que le système médico-social, vous savez que seule la France a inventé le secteur médico-social en tant que tel, pas les questions qui s'y posent, qui s'y trouvent, mais s'il est médico et social, c'est-à-dire s'il est là pour réunir le soin et non pas l'assistance sociale, les travailleurs sociaux sont de très grande importance, mais nous on est en train de parler de la société, eh bien alors effectivement il doit avoir une ambition de carrefour. Il ne peut pas se constituer comme un monde parallèle. Le risque est très très grand. Non, il doit être un carrefour. Ça veut dire ouvrir les portes, ça veut dire être en interaction, ça veut dire que les gens peuvent être le lundi chez vous, le mardi dans l'entreprise, oui. Et pourquoi pas le mercredi à l'hôpital? Mais bien sûr, tout à fait. Ça veut dire que les systèmes doivent être ouverts. Il faut ouvrir les systèmes de santé. Et qu'est-ce que c'est que les systèmes de santé? Eh bien, c'est l'ensemble de ce qui constitue une société. Ce n'est pas l'hôpital et ses annexes. C'est cet ensemble-là. Et cet ensemble-là doit être ouvert. Parce que ainsi il y a une potentialisation des ressources, et parce qu'ainsi on donne de la liberté, on donne des chances d'évolution à des personnes qui en ont beaucoup moins que d'autres. C'est terrible de voir comment des destins humains, des vies entières sont formatés dès le départ par la porte à laquelle vous avez frappé. Quand vous regardez dans le domaine de l'enfance, par exemple, entre les enfants qui sont soutenus par la DASES, par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ou par la pédopsychiatrie, eh bien, ils n'ont pas le même avenir. Toute la vie. Voilà, ils sont sur des rails et ils ne peuvent pas en sortir. Ça suffit. Merci. Pascal Cacot, on entend votre cri, ça suffit. Rendez-vous le 6 décembre pour en parler, pour avancer avec vous, co-construire, puisque c'est le mot d'ordre de votre journée, 6 décembre. Rendez-vous à Vivre, les informations sur le www.vivre-asso.com. Tous les auditeurs de Vivre FM sont invités. Merci à vous de ce message, www.vivre-asso.com.